Bonjour Clémentaire, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur associé à l'Institut international d'études iraniennes, auteur de Iran, Israël, la guerre idéologique de 1979 à nos jours. On découvre votre ouvrage à l'antenne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, comment la Russie regarde ce qu'il se passe actuellement en Iran? Les deux pays n'ont pas d'accord de coopération militaire à proprement parler, mais sont solidement alliés. Alors, ils ont un partenariat de 20 ans, donc ils ont signé un partenariat de sécurité, de défense. Ils ont des coopérations extrêmement approfondies, par exemple dans le domaine spatial, dans le domaine du renseignement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un accord de protection mutuelle. C'est-à-dire que si un des deux pays est attaqué militairement, il n'y a pas une clause de défense, un pacte de défense commun. L'autre pays ne doit pas entrer en guerre pour sa défense. La Russie voit la situation de plusieurs manières. D'abord, les bénéfices économiques à court terme avec l'augmentation des prix du pétrole, et le blocus américain permet aussi à la Russie non seulement d'exporter plus de pétrole mais plus cher, et de prendre des parts de marché en Chine dans la concurrence entre le pétrole sanctionné iranien et le pétrole sanctionné russe. C'est un peu paradoxal côté, finalement. L'affaiblissement de son allié lui sert. Sur le plan de l'énergie. Et ça lui permet également de mettre la pression sur l'Europe, parce que l'Europe subit la crise énergétique, notamment l'augmentation des prix du pétrole. Et il y a une réflexion. Par exemple, le Premier ministre belge pose la question d'une reprise des relations économiques avec la Russie. Donc ça crée aussi dans sa relation avec l'Europe un rapport de force plus favorable. Au niveau de la situation de la stabilité de la région, la Russie n'a pas un partenariat exclusif. C'est ça qui est important de retenir avec la République islamique d'Iran. Elle a plus de commerce, par exemple, avec les Émirats arabes unis, 12 milliards contre 5 milliards avec l'Iran. Et les Émirats arabes unis ont été victimes des représailles iraniennes et sont quasiment entrés en guerre contre la République islamique pendant la guerre de 40 jours. Donc la Russie a des intérêts divers dans la région et cherche surtout à avoir une influence sur les événements et à proposer une plateforme diplomatique à l'administration Trump. Donc ça permet aussi à la Russie de répondre, si vous voulez, à la proposition américaine de mettre fin à la guerre d'Ukraine. La Russie également propose son aide aux États-Unis pour mettre fin à la guerre de 40 jours. Alors justement, les États-Unis, on a l'impression, et ce n'est pas nouveau, en tout cas depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, que les deux pays se ménagent. C'est parce que Vladimir Poutine a besoin de Donald Trump pour la question ukrainienne. C'est ça votre grille de lecture ? La Russie a toujours historiquement joué un rôle pour l'accord sur le nucléaire. C'est le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov déjà, qui avant 2015 avait proposé une solution pas à pas qui ressemble, si vous voulez, à la proposition iranienne en différentes phases pour mettre fin au conflit. D'abord une suspension des blocus, et ensuite des questions qui pourraient être abordées au niveau régional, de stabilisation, d'arrêt de tous les fronts, notamment au Liban, et enfin le règlement de la question nucléaire. Ce sont des techniques diplomatiques qui avaient été proposées déjà par la Russie dans les années 2010 et qui avaient conduit à l'accord sur le nucléaire de 2015. Ce qu'il faut savoir, c'est que sans la Russie et la Chine, l'administration Trump aura des difficultés à promouvoir une solution diplomatique, parce que la République islamique d'Iran peut subir la pression de la Russie et de la Chine, mais pas des États-Unis qui n'ont pas de relations économiques, loin s'en faut, avec la République islamique, et l'Europe qui désormais, depuis 2018 et le retrait américain, n'a pas de relations non plus économiques significatives avec la République islamique et ne peut pas faire pression sur les autorités iraniennes pour aboutir à un compromis. Donc seules la Russie et la Chine peuvent jouer ce rôle pour les États-Unis. Ça ne vous a pas échappé, évidemment, depuis un certain temps, depuis 16 mois, les alliés de la Russie tombent les uns après les autres. Nicolas Maduro, Bachar el-Assad, l'ayatollah Ali Khamenei, et en même temps, cette administration russe, ce pouvoir russe, il sait s'adapter. On l'a vu notamment en Syrie, après l'avènement d'Ahmed al-Shara, avec qui les relations sont plutôt bonnes. Oui, l'idée, c'est de ne pas voir un partenaire se transformer en fardeau. Pour l'instant, la situation en Iran sert, comme je l'ai dit, à court terme, notamment sur le marché énergétique, les intérêts de la Russie. Il y a aussi un Iran affaibli et de plus en plus dépendant de la Russie, notamment pour contourner le blocus maritime dans le Golfe Persique, puisque c'est la mer Caspienne qui sert aussi aujourd'hui de voie de contournement, et donc les réseaux avec la Russie. Donc ça renforce les routes commerciales vis-à-vis de la Russie, ça renforce le contournement des sanctions avec la Russie et l'Inde, donc par les frontières terrestres et maritimes sur la mer
Caspienne. Donc la Russie est intéressée par une république islamique qui est affaiblie, puisqu'elle est de plus en plus dépendante, mais il ne faudrait pas que cet affaiblissement se transforme en chaos ou en chute du régime, parce que ce serait pour le discours, si vous voulez, russe sur la construction d'un axe anti-occidental, ce que la Russie appelle l'Occident collectif, ce serait quand même une perte, la fin de la République islamique d'Iran, même s'il y aurait des capacités d'adaptation, même un Iran multi-aligné qui émergerait, si le leader de l'opposition, par exemple, le prince Reza Pahlavi prenait le pouvoir. On se rappelle qu'avec l'ancien régime du Shah d'Iran, l'URSS avait des relations tout à fait cordiales, des relations économiques très fortes, et donc il n'y avait pas non plus d'exclusivité à l'époque des relations avec les États-Unis. Donc la Russie sait s'adapter et, encore une fois, n'a pas un partenariat exclusif avec la République islamique d'Iran au Moyen-Orient. Et elle a évidemment en tête son effort de guerre en Ukraine qui doit absolument continuer. On sait les difficultés que rencontre l'armée russe en ce moment sur le terrain. Oui, il y a un lien, effectivement, on l'a dit pour le marché de l'énergie, la pression aujourd'hui économique qui s'exerce sur les États européens, qui certes soutiennent l'Ukraine, mais qui ont des intérêts énergétiques aussi à défendre et cherchent des alternatives aux approvisionnements qui transitent par le détroit d'Ormuz. Il y a aussi la question de la réponse apportée à l'aide américaine à l'Ukraine. Donc il y a l'aide militaire qui est apportée par la Russie à la République islamique d'Iran dans le cadre du conflit, avec des partages de sources de renseignement, des aides d'identification de cibles. Donc on voit un partenariat dans la guerre électronique aussi pour l'identification des équipements Starlink. Donc dans la guerre informationnelle, dans la guerre cyber, la Russie va, en même temps qu'elle propose une plateforme diplomatique, soutenir militairement et sur le plan sécuritaire la République islamique et pour l'instant garantir sa survie à court terme. Merci Clément Terme d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24 et à bientôt sur notre antenne. On parlait de